Salut à tous! Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du Quercy blanc, dans le Tarn-et-Garonne. Ici, quasiment toutes les constructions sont faites avec cette pierre blanche. C'est du calcaire qui reflète la lumière et c'est ça qui donne à ce territoire son charme et son identité si particulière. Dans cette émission, je vous emmène à la rencontre de paysans vignerons pas comme les autres. Il y aura aussi du sport. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passera dans les gorges de l'Aveyron. Mon voyage dans le Quercy blanc commence par la découverte d'une activité en voie de disparition. Je vais apprendre les différentes étapes de la fabrication d'un chapeau. Une activité rare classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, en route! Me voici arrivée à Caussade, la ville du chapeau. J'ai rendez-vous avec Didier. Il est formier, mais figurez-vous qu'il n'en reste plus qu'une dizaine en Europe. Je vous propose d'aller découvrir son atelier. C'est au milieu du 19e siècle que l'industrie du chapeau se développe à Caussade, grâce à la paille d'Écosse, célèbre pour sa souplesse et sa solidité. On y fabrique alors le fameux chapeau de paille, le canotier, qui fera de Caussade la capitale du chapeau. Ah! Avec tous ces chapeaux, on doit être arrivé. Bonjour Didier. Bonjour. Comment ça va? Ça va, Émilie? Oui. T'as une boutique magnifique, mais alors, j'avais pas compris, je croyais que t'étais juste formier, mais tu vends aussi des chapeaux? Je suis avant tout formier, ça c'est d'abord mon métier, c'est mon cœur de métier. Je vais te montrer mon atelier là-bas et tu comprendras. Et mon atelier est ici. Donc voilà. Donc là, ton travail, c'est de sculpter ces blocs de bois pour en faire des moules qui serviront à faire des chapeaux. C'est ça. Ça, par exemple, c'est un petit bibi qui a popularisé la princesse Kate. Donc voilà, par exemple, tu vois ça. Ah, je suis contente de le On porter. peut le mettre aussi comme ceci. On peut le positionner dans les deux sens. Au départ, je reçois des grandes planches de bois. Je rabote celle-ci. C'est quoi, c'est du tilleul? Absolument, ouais, parce que c'est un bois qui résiste à l'humidité, à la chaleur et qui se sculpte bien. Je vais chantourner après un volume comme ça. Tu vois, j'ai assez de bois pour l'épaisseur, j'ai assez de bois pour l'ovalité. Là, tu vois, par exemple, sur cette planche qui est collée en deux parties, j'ai le volume de bois suffisant pour faire deux bords, comme ce modèle-ci. Et après, dessus, je vais pouvoir mettre un autre bloc de bois pour faire la calotte qui va pouvoir s'enlever ou se remettre. Et donc là, on commence à distinguer la forme à chapeau. Donc je commence par creuser pour faire ce qu'on appelle l'entrée de tête. D'accord. Et comment est-ce que tu les sculptes, ces moules? Eh bien, je vais te montrer ça. Mais attends, mais là, en fait, tu enlèves millimètre par millimètre. Oui, mais ça peut aller vite, hein. Ah oui, mais il faut quand même de la patience. Ben ouais, mais c'est comme tout, hein. Tu veux essayer? Faut pas aller plus loin que le trait, là. Bah, ok. Voilà. Il faut que tu trouves le point de couple. Vas-y. Et là, je l'ai trouvé ou pas, le point de coupe? Non, pas trop. Il faut un petit peu de temps, hein. C'est pas... Tu me commandes pas un chapeau pour dans une semaine, hein? Non, mais là, à ce rythme-là, il y a des chances que dans une semaine, on soit encore là. Mais bon, je t'en prie, je te regarde. Aujourd'hui, il n'existe plus que 3 formiers en France. Et ce métier tend à disparaître, même s'il est dorénavant inscrit en tant que métier d'art au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces formes en bois ont servi de matrice pour de célèbres chapeaux. Didier dispose de pièces de collection uniques. Viens, je vais te montrer deux, trois choses là. Je vais te montrer par exemple ça. Ça, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me fait penser à des chapeaux de pirates. Cette forme a servi pour un film qui s'appelle Le Pacte des loups. Ah, mais c'est connu. Absolument. Et donc, c'était avec ce chapeau-là, ce tricorne. Ça, c'est un bicorne Napoléon. Bicorne Napoléon. Donc, généralement, on représente Napoléon avec le bicorne comme ça. D'accord? Parallèle aux épaules. Parce qu'il était en mode parade. Et donc, celui-ci, il est particulier, c'est un bataille. Ça veut dire que l'entrée de tête est ovale et dans l'autre sens. Ça veut dire que quand il était à cheval, le bicorne, il changeait de bicorne et il était comme ça. Quand il était comme ça, c'était un peu hostile, tu vois, c'était pas très bon et on voit très peu représenté dans ce sens-là.
Bon, bref, voilà. Et ça, c'était la forme chapeau des mousses américains pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient ce chapeau-là. C'est bizarre d'avoir ça ici, c'est toi qui les as fait? Non, 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 pas du tout. Simplement, c'est des formes historiques qui m'ont été confiées, que j'ai trouvées, etc. Et qui, moi, me servent un peu comme une vraie bibliothèque pour réaliser des chapeaux, enfin, des formes à chapeau maintenant. Hop. Alors, regarde Didier. Je voulais te montrer le chapeau que je suis en train de faire avec ton moule. Que tu m'as Ouais, je me rappelle fort fait. bien, oui. Et voilà, et je le trouve très facile à faire, hein, parce que effectivement, quand tu prends le cône, Ouais. tu moules, Hop. voilà. Et après, ce que j'ai beaucoup aimé, Attention. Oui, c'est que tu vois, regarde, c'est très facile. ça s'emboîte bien. Ah ouais, je trouve vraiment que tu as fait du beau travail, hein, franchement. Dans un autre style très différent. Ah, mais c'est moi qui avais fait également ça. T'as vu? Ouais. Il Fais est voir beau, comment il celui-là. tombe. C'est facile aussi, là, regarde. Hop, hop, hop. En fait, Est-ce que c'est un regarde. chapeau qu'on voit super. tu vois, Magnifique. Ouais, très bien. Parce que et quand on voit un il est plat très et léger pas et pareil. facile. Et puis voilà. Didier crée des formes à chapeau pour des modistes comme Nina. C'est elle qui imagine et finalise ses œuvres d'art. Ça doit être mon défi sportif. Oui. Salut, pour ton défi sportif, rendez-vous au bord de l'Aveyron à ce point GPS. Bon bah c'est parti. Salut. Salut Émilie. Tu vas bien? Oui, ça va. Mais on va faire du kayak. On va faire du Génial. kayak ici. Et ici, c'est dans les gorges de l'Aveyron. Alors, Magnifique. on se situe entre Saint-Antonin, Nobleval et Casals. Donc là, on va naviguer sur la rivière Aveyron. Comme tu peux voir, ça reste relativement calme. Mais on ira faire un petit peu d'eau vive. Pour avoir quelques sensations. Pour avoir quelques sensations. Super. On doit embarquer ton kayak? Ouais, on va prendre le bateau, on va le mettre dans ton van, si tu veux bien. Allez. On est bon. Ouais, c'est bon. Bah écoute, c'est bon Émilie, il bougera pas. Ok, parfait. Viens. Sympa ton combi là. T'as vu ça? Tout droit et tu verras. Tu suis le guide après. C'est une zone Natura 2000, c'est-à-dire que c'est une zone qui est protégée. Donc on ne peut rien toucher, absolument rien. C'est vrai que c'est désert. Il y a C'est juste désert. la rivière. À partir de mai jusqu'à novembre, le niveau d'eau de la rivière est plutôt bas. Donc pour s'initier pour les premières fois, c'est plutôt pas mal. Et après, on y va même en hiver, bien sûr, puisqu'on est une activité club. Et c'est l'hiver avec l'eau, forcément, qu'on s'amuse le plus, que les petites vagues se transforment en rouleaux. Et les endroits de plat deviennent des courants, donc forcément, c'est un réel plaisir. Donc, gauche. Ce qui est hyper important à deux, c'est de synchro. Donc en fait, vu que tu n'as pas les yeux derrière la tête, c'est moi qui me synchronise par rapport à ton rythme. Ça va, je vais pas trop vite pour toi. Trop vite pour moi. Gauche, droite. Et ben voilà. Ce qui est hyper important, c'est de trouver ton rythme. Parce que tu peux avoir un rythme soutenu au début, tu vas voir, dans 10 minutes, tu vas te fatiguer. Donc ça sert surtout Je te remercie. rien d'aller vite. Tranquille. Tu es là aussi pour regarder ce qui t'entoure, Émilie. C'est magnifique.
Et donc toi, tu es moniteur depuis combien de temps? Je suis moniteur depuis plus de 10 ans. Après, ça fait que 2 ans que je travaille à l'année. Donc c'est vrai qu'entre mai et octobre, c'est surtout l'activité estivale, les scolaires, le tourisme. Et l'hiver, c'est plutôt l'activité club, parce que c'est l'hiver qu'il y a de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire du kayak ici? Énormément, surtout entre le mois de juin et le mois de septembre. Ça afflue, hein, je crois qu'on calcule jusqu'à 36 000 personnes un été qui passent par ici. L'Aveyron coule sur près de 300 km. Cette rivière prend sa source à côté de Séverac-le-Château et se jette dans le Tarn, tout près de Montauban. La randonnée en kayak est rythmée de rapides et de falaises calcaires qui permettent de découvrir des paysages somptueux. C'est très beau ces roches. Roches calcaires, donc là on voyage dans le temps. Hein. Que ces roches qui étaient le fond des océans avant sont sorties d'en dessous pour venir au-dessus il y a 170 millions d'années, à la période du Jurassique. Donc c'est vrai que ça laisse un paysage assez grandiose. Ce que l'on est en train de faire là, donc c'est du kayak de rivière. Mais il y a plein de bateaux différents selon si on va sur de l'eau calme, de l'eau vive, à l'océan. Si on est tout seul, à plusieurs, tu vois. Oui. Et donc forcément l'effort est différent. Ce que je te propose, Émilie, c'est de commencer à aller dans l'eau vive. Ton coup de pagaie est bon. Merci. Bon, maintenant, on va avoir chacun notre kayak. On va avoir chacun notre bateau. Donc tu vas voir, la rivière se resserre, ça fait comme un entonnoir. Du coup, comme ça se resserre, le courant s'accélère. L'objectif, dans un premier temps, ça va être de rester au milieu de la rivière. Le risque zéro de se retourner n'existe pas, mais il y a très peu de chance. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ça y est, le stress commence à monter. Ah, c'est trop tard là, faut y aller. Hop. Hop là. Wouhou. Ah oui, quand même. Je commence à être un peu mouillée. J'ai évité plusieurs rochers. Voilà, oula. C'est bien, on s'est stabilisé. Trop facile quoi, trop facile. Au moins elle est belle celle-là. Elle est très froide. Ben, c'est incroyable, ça t'avait fait le plus dur, plus beau. Alors, tout s'était très bien passé jusqu'à ce que je célèbre trop rapidement la victoire. Bon bah voilà, première fois en kayak et bon, j'avais cru que je m'en étais plutôt bien sortie. En fait, c'est pas trop ça. Ah, tout ce sport, ça m'a donné faim. Et en même temps, j'avais prévu de tester les macarons de Luzerte. C'est une spécialité ici. Apparemment, je peux pas repartir de la région sans y avoir goûté. C'est bon, il y a bien des macarons ici. Bonjour. Bonjour madame, c'est ici que je fabrique les macarons. Ah d'accord, mais moi je m'attendais à des macarons avec les deux petits chapeaux. Alors ça c'est le macaron traditionnel, il a la particularité de gonfler à la cuisson. Il est moelleux à l'intérieur et craquant à l'extérieur. D'accord, donc ça c'est la pâte à macarons. Voilà. Là on va la façonner dans le creux de la main. Je peux essayer? Oui. Chaque semaine, la famille Bonnefou produit plus d'1 millier de macarons. C'est la seule famille à perpétuer cette recette du macaron de Lozerte, connue depuis le XIe siècle.
Ce petit gâteau est à base d'amandes, de sucre et de blanc d'œuf. Et la légende raconte que Raymond IV, célèbre comte de Toulouse, s'en faisait livrer tous les jours. Autrefois, ici, il y avait beaucoup d'amandiers et les grands-mères faisaient des macarons. Et dis-moi, on se les arrache dans le monde entier, ces macarons? Oui, on en expédie dans toute la France. Et seulement Et en France? Maintenant, on vient de faire un site internet et on les exporte aussi aux États-Unis, en Chine. On a beaucoup de demandes. Et voilà. Bon, faut attendre 25 minutes pour les goûter? Non, viens, j'en ai déjà de cuits, je t'invite à venir les déguster. C'est vraiment l'amande qui domine en bouche. C'est délicieux. Moi, je trouve ça délicieux, mais toi, tu t'en es toujours pas lassé. Ah non, pas du tout. Hein. J'en laisse toujours au coin d'une table, toute à longueur de journée. Quand j'en ai envie, je déguste. On ne peut pas s'empêcher d'en reprendre un autre. Non. C'est trop bon. Tu avais raison, c'est croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Bon, allez, je m'arrête ici parce que sinon, je vais finir toutes les boîtes. Mais je peux quand même repartir avec une boîte? Oui, bien sûr, je t'offre une boîte. Hein. Merci, c'est gentil. Je reviendrai avec grand plaisir. Alors là, j'ai rendez-vous sur le domaine de Laffage. Je dois retrouver Kevin, qui est un viticulteur un peu particulier. Il produit du vin biodynamique. On va tenter de savoir ce que c'est exactement et quelle est la différence avec du vin bio. Et je crois qu'on n'est pas loin d'arriver. Kevin! Bah, il est où? Bon, je le trouve pas. On va essayer de le trouver au drone. Ah, ça y est, je le vois. Allez, j'y vais. Ah, il est là. Miri, Salut Kevin. salut. J'ai enfin fini par te trouver. Ça va? Bah, Ça va et toi? tu passes déjà à table? Voilà, c'est ça, c'est le dessert. T'es en train de manger tes raisins. Ben voilà, je les goûte de différentes manières pour voir s'ils sont prêts à être vendangés. Voilà, c'est un des moyens qui est sûrement le meilleur en fait pour déterminer la date de maturité. Donc voilà, ça c'est des raisins qu'on va vraisemblablement vendanger lundi prochain. Donc là, Voilà. c'est plutôt bien. Et là c'est plutôt bien pour plusieurs raisons. Je peux goûter? Ouais, tiens, choisis ce que tu veux. Ah bah, il se détache tout seul. Ça c'est un premier signe déjà. Déjà, ça prouve que c'est C'est un bientôt premier prêt. signe. Quand ça commence à décrocher, c'est que c'est proche de la maturité. Et donc quand on déguste, il y a plusieurs aspects. La première, c'est l'épaisseur de la peau. Ouais. Donc là, on a des peaux qui ne sont pas très épaisses. Donc là, ça va. Alors c'est toujours plus épais que du raisin de table, bien sûr, mais Il a très bon goût. voilà. Et après, l'autre aspect très important, ce qu'on appelle la pectine. Cette petite partie là qui est autour du pépin. Donc en bouche, elle se détache facilement. Donc ça, c'est un signe de maturité. Donc D'accord. voilà, donc ça, c'est bon pour lundi. On peut vendanger. Kevin, qu'est-ce qu'elles ont de si particulier, tes vignes? Alors ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles sont conduites sur une pratique qui est la biodynamie et elle prend en compte tous les rythmes planétaires et lunaires en fait. En fonction de l'alignement, il y a des jours qui vont favoriser le développement du fruit, d'autres de la racine, de la feuille, d'autres de la fleur. Donc on adapte nos travaux par rapport à ça. Et il y a vraiment un effet? Il y a un réel effet en fait sur la qualité des fruits qu'on peut ramasser, sur la vivacité de la plante, sur la façon dont elle mène ses raisins à maturité. Moi j'ai des parents qui ont toujours été proches de l'agriculture biologique et c'est petit à petit que je me suis intéressé à la biodynamie. Et qu'en goûtant des vins en biodynamie, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des belles choses qui sont assez différentes de ce qu'on peut voir en conventionnel.
Finalement, tu te rapproches plutôt des méthodes traditionnelles où à l'époque on n'utilisait pas d'engrais chimiques ni d'insecticides. Voilà, moi aujourd'hui j'utilise par exemple le seul fertilisant de ces terres, c'est du compost de vache. Voilà, du fumier de vache qui est sorti et qui est composté. Voilà, après c'est du travail mécanique du sol, pas de désherbant chimique, pas d'épamprage chimique, que du travail manuel quoi, finalement. L'idée c'est de stimuler un maximum cet écosystème qui est une ferme avec des animaux, des plantes, des céréales, des oléagineux. Stimuler un maximum les défenses immunitaires de ce tout-là pour que cet écosystème vive et s'autosuffise finalement. La viticulture biodynamique consiste donc à favoriser les échanges entre la plante et son environnement. Bernard Bouissou est l'un des pionniers de la biodynamie dans la région. Bonjour, ça va? Bonjour Émilie. Aujourd'hui, il a décidé de laisser les rênes du domaine de la Fage à Kevin, mais il continue de s'investir dans l'exploitation. Quand on a choisi la biodynamie, on n'a pas choisi la facilité. Mais par contre, voilà, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus vivant et on a la conscience tranquille parce que voilà, un vigneron, un agriculteur, ça doit être là pour maintenir un équilibre et non pas pour toujours traiter ou toujours contrarier les plantes. Plus on avançait, plus il fallait traiter, et plus il fallait traiter avec des produits qui étaient pénétrants d'abord et ensuite véhiculés par la sève. Donc là, je me suis dit qu'on allait bien loin, quoi. Si c'était véhiculé par la sève, ça allait forcément rester aussi dans le fruit après. Et c'était important pour toi de te lancer dans la biodynamie? Est-ce qu'on t'a pas pris pour un fou autour de toi quand tu as décidé de le faire? J'espère que non, mais ils ne me l'ont pas dit. Non, mais ça a forcément surpris. Les agriculteurs, disons, un peu plus classiques, ça les a surpris? Ça les a surpris, sans doute. Moi, j'espérais, parce que ça faisait 20 ans que j'étais agriculteur en culture dite conventionnelle, et je pensais qu'ayant fait ce choix que j'ai mûri longuement, en pesant le pour et le contre, je pensais que d'autres allaient me suivre, d'autres vignerons notamment. Et ça a mis 15 ans pour qu'il y en ait d'autres qui fassent le pas. Donc voilà, j'étais un peu... Aujourd'hui, Kevin, peut-être les nouvelles générations qui, ouais, je pense qui prennent le relais aussi. Que là, Kevin, confirme le choix et puis il sera plus écouté par d'autres jeunes vignerons qui l'entourent. Allez, je vais déguster le vin biodynamique. On va bien voir s'il a un goût différent des autres. Ah bah ça y est, le vin est là. Donc ceux-là, ce sont vos vins. Voilà, 2 de nos vins, ouais. Tu veux goûter un des 2? Oui, je veux bien. Et là, on palpe un peu la fraîcheur et la pureté qu'ont les vins en biodynamie, finalement. C'est-à-dire des vins qui sont digestes, qui ont de la fraîcheur et qui sont pas standardisés. Là, on est sur des aromatiques qui sont très proches du raisin. Il n'y a pas de levure ajoutée, il n'y a pas d'enzymes. Il n'y a pas de collage, on est sur des choses, voilà, c'est du vin fait avec du raisin. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même un vin qui respire la terre. Pour faire le vin, si on respecte le millésime tel qu'il est, qu'on ne cherche pas à gommer les petits travers et faire un vin uniforme d'une année sur l'autre, bah, ça donne ça, quoi. Et l'an prochain, ça donne, enfin le millésime suivant, ça va donner des choses un peu différentes, mais tout aussi intéressantes. Je vais arrêter de boire parce que moi, il faut que je reprenne le combi pour prendre la route. Merci beaucoup pour cette dégustation et cette visite, j'ai adoré. Je vous dis à bientôt, je reviendrai avec grand plaisir. Et merci à toi. Bonne route. Bonne route. Salut. Ciao. Je me suis régalée, j'ai passé une excellente soirée. J'espère que vous aussi. Il est temps pour moi de quitter le territoire du Quercy Blanc. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au sud. Salut!